Son mari l'a humiliée devant tout le monde avec cruauté. Elle a pensé que ce serait la fin de son estime de soi et de l'amour. Mais un millionnaire l'a regardée d'une manière inattendue et a demandé son numéro de téléphone devant son mari infidèle. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil du matin illuminait partiellement la cuisine impeccablement propre de l'appartement à Neuilly-sur-Seine, banlieue ouest de Paris. Sophie terminait de préparer les repas pour son mari et ses enfants, tout en regardant l'horloge murale, calculant mentalement le temps qu'il lui restait avant que tout le monde ne se réveille. À 6 heures du matin, c'était le seul moment de la journée qui lui appartenait exclusivement, bien que même ces minutes soient remplies de tâches pour les autres. À 42 ans, Sophie Lefebvre était une femme qui avait disparu dans sa propre vie. Diplômée en design d'intérieur, elle avait abandonné une carrière prometteuse 15 ans plus tôt, à la naissance de son premier enfant, Gabriel. Puis Julie était arrivée, et la décision de se consacrer entièrement à la famille avait semblé naturelle pour tous, sauf pour elle, qui avait enfoui ce doute si profondément qu'elle-même n'y avait plus accès. L'appartement de 3 chambres dans la résidence de classe moyenne supérieure était le témoin silencieux d'une routine qui se répétait depuis des années. Richard, son mari, cadre dans une multinationale, se réveillait à 7 heures, prenait rapidement son petit déjeuner sans lever les yeux de son téléphone, puis partait travailler. Les enfants, maintenant adolescents, se levaient en se plaignant, avaient leur petit déjeuner et partaient pour l'école privée du quartier, où ils étudiaient depuis leur plus jeune âge. Sophie commençait alors sa liste interminable de tâches. Ménage, courses, préparation du déjeuner, rendez-vous avec les fournisseurs, réunions à l'école, consultation médicale pour les enfants et, occasionnellement, quand Richard l'autorisait, visite à sa mère à Versailles. Ce matin de septembre, tout en préparant des œufs brouillés exactement comme Richard les aimait, Sophie regarda son reflet déformé dans la porte chromée du réfrigérateur. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vraiment vue. Ses cheveux châtains, autrefois volumineux et brillants, étaient maintenant toujours attachés en un chignon pratique. Son visage, qui avait été complimenté pour sa beauté naturelle, ne recevait rarement plus qu'une crème hydratante basique. Les vêtements confortables et discrets avaient remplacé les pièces colorées et créatives qu'elle portait à l'université et durant les premières années de son mariage. « Maman, où est mon maillot du PSG ?» La voix de Gabriel résonna dans le couloir, interrompant ses pensées. « Il est repassé dans ton armoire », répondit-elle automatiquement, ajustant le feu sous la poêle. Quelques minutes plus tard, Richard entra dans la cuisine, impeccable, dans son costume gris, vérifiant ses emails sur son téléphone. Il s'assit à table sans la saluer. « Le café est prêt », dit Sophie en le servant. « Tu as une réunion importante aujourd'hui ?» Richard répondit d'un signe de tête, sans détourner les yeux de l'écran. Elle s'était habituée à ce silence, à cette absence qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Quand les conversations entre eux étaient-elles devenues de simples informations pratiques sur la maison et les enfants? Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que Richard lui avait demandé comment elle allait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Le reste de la matinée se déroula comme toujours. Après le départ de tous, Sophie rangea la maison, prépara le déjeuner et alla au supermarché. Dans la file d'attente à la caisse, elle observa une jeune femme aux cheveux colorés et aux vêtements imprimés. Il y avait quelque chose en elle, une liberté, une présence, qui fit ressentir à Sophie une pointe de nostalgie. C'était l'anniversaire de Richard ce soir-là. 15 ans de mariage, et elle tenait encore à préparer un dîner spécial, même en sachant qu'il arriverait probablement tard et fatigué. Elle acheta les ingrédients pour les pâtes à la sauce blanche qu'il appréciait et une bouteille de vin rouge. Ce serait une soirée différente, pensa-t-elle. Peut-être pourrait-il parler, vraiment parler. Après avoir tout préparé, Sophie décida de se faire belle. Elle ouvrit sa garde-robe et écarta les vêtements aux couleurs neutres qui dominaient son côté de l'armoire. Au fond, elle trouva une robe bleu marine qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Elle l'enfila, surprise de constater qu'elle lui allait encore bien. Elle se maquilla légèrement, chose qu'elle faisait rarement les jours ordinaires, et détacha ses cheveux. Quand Richard arriva, plus tard que d'habitude, Sophie avait déjà mis la table avec la belle vaisselle, allumé des bougies et servi le vin. Gabriel et Julie étaient chez des amis, laissant de l'intimité au couple.
« Joyeux anniversaire », dit-elle, essayant d'ignorer qu'il n'avait pas remarqué son apparence différente. Richard marmonna un remerciement, laissant tomber sa mallette sur le canapé et desserrant sa cravate. Ils s'assirent à table et Sophie servit le repas, tentant d'engager une conversation sur sa journée. C'est alors que cela se produisit. Au milieu d'une phrase sur un nouveau projet dans l'entreprise, Richard leva enfin les yeux de son téléphone et la dévisagea. Ce ne fut cependant pas le regard d'admiration ou d'affection qu'elle espérait secrètement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il avec une froideur qui la paralysa. « Comment ça? Cette robe, elle ne te met plus en valeur, tu as grossi. » Il dit cela avec désinvolture, comme s'il commentait la météo, et retourna à son téléphone. « Et ses cheveux détachés? Te vieillissent. Je préfère quand tu les attaches. » Les mots frappèrent Sophie comme une gifle. 15 ans à s'occuper de la maison, des enfants, de lui, et c'est tout ce qu'il voyait. Une femme qui ne méritait même pas un regard aimable le jour de leur anniversaire de mariage. « Tu n'as même pas rappelé quel jour nous sommes. »« N'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Richard fronça les sourcils, confus. « Mardi ? Notre anniversaire de mariage. » Un silence gênant plana entre eux. Richard sembla sincèrement surpris, puis embarrassé. « Désolé, j'ai beaucoup de choses en tête. Nous pourrons fêter ça ce week-end si tu veux. » Sophie ne répondit pas. Elle se leva en silence, laissant son assiette intacte et se dirigea vers la salle de bain. Elle verrouilla la porte et fixa son reflet dans le miroir. Qui était cette femme aux yeux embués de larmes? Où était la Sophie qui rêvait, qui créait, qui vivait? Quand avait-elle permis de disparaître si complètement? Elle ouvrit le tiroir à la recherche de mouchoirs en papier, et c'est alors qu'un petit objet roula vers l'avant. Un rouge à lèvres cerise dans un emballage doré déjà usé par le temps. Elle le prit avec précaution, comme une relique retrouvée. C'était un cadeau de sa meilleure amie de l'université, Céline, offert lors de leur remise de diplôme. « Pour que tu colories le monde », disait la carte qui l'accompagnait. D'une main tremblante, Sophie retira le capuchon et tourna la base, révélant le pigment intense qui, étonnamment, n'avait pas séché avec le temps. Elle l'approcha de ses lèvres et, dans un geste presque rituel, l'appliqua lentement, couvrant ses lèvres de cette couleur qui avait été sa signature autrefois. Dans le miroir, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la couleur vibrante, contrastant avec la pâleur de son visage. C'était quelque chose dans ses yeux, une étincelle, un souvenir de qui elle avait été un jour, avant d'être simplement la mère ou la femme de Richard, avant d'être invisible. Cette nuit-là, Sophie ne retourna pas à la table du dîner. Elle retira son maquillage, rangea le rouge à lèvres dans son sac comme un talisman secret et se coucha en faisant semblant de dormir quand Richard vint dans la chambre. Mais quelque chose avait commencé à changer en elle, quelque chose de petit, de fragile, mais de persistant comme une graine qui trouve une fissure dans le béton et décide contre toute probabilité de pousser. Les jours qui suivirent, l'anniversaire de mariage apportèrent une nouvelle inquiétude à Sophie. C'était comme si ce rouge à lèvres cerise avait ouvert une brèche dans son existence soigneusement organisée. Tout en effectuant les mêmes tâches ménagères que d'habitude, son esprit vagabondait vers des lieux oubliés depuis longtemps. Les projets de décoration qu'elle dessinait à l'université, les voyages qu'elle avait prévu de faire, la femme qu'elle rêvait de devenir. Un mercredi matin, 2 semaines après l'incident, Sophie rangeait le bureau de Richard quand son téléphone portable, oublié sur la table, vibra avec une notification. Normalement, elle n'aurait jamais regardé. Elle respectait la vie privée de son mari et n'avait jamais eu de raison de se méfier. Mais quelque chose à ce moment-là lui fit jeter un coup d'œil à l'écran illuminé. « Ton déjeuner d'hier me manque. Quand pourrons-nous recommencer ?» Un message d'une certaine Lucie brillait sur l'écran avec une intimité qui figea Sophie. Lucie. Le nom résonna dans sa mémoire. C'était la nouvelle assistante marketing que Richard avait mentionnée quelquefois, toujours de façon désinvolte. Très compétente, disait-il. Elle a apporté de nouvelles idées à l'entreprise. Sophie laissa le téléphone exactement où il se trouvait et continua à nettoyer l'étagère, ses mouvements désormais mécaniques, tandis que son esprit traitait cette information. Il n'y avait pas de preuve concrète de quoi que ce soit, au-delà d'un déjeuner, mais la familiarité du ton, l'emoji suggestif, quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, elle observa Richard avec plus d'attention.
Il arriva plus tard que d'habitude, mentionnant une clôture de projet qu'il avait retardée. Il prit une longue douche avant même de saluer les enfants, chose inhabituelle dans sa routine. Au dîner, il vérifiait constamment son téléphone, maintenant avec l'écran toujours tourné vers le bas quand il le posait sur la table. « Comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui » demanda Sophie en servant la salade. « Normal, le même chaos que d'habitude. » Il répondit sans élaborer, quelque chose dans son ton clôturant le sujet. Julie, maintenant âgée de 13 ans, leva les yeux au ciel avec l'impatience typique de l'adolescence. « Papa, tu promets de venir à mon spectacle de danse samedi ? C'est important. » Richard sembla mal à l'aise. « Ma chérie, une complication est survenue. J'ai une réunion extraordinaire samedi. Une affaire de direction. Je ne peux pas manquer ça. » Sophie vit la déception sur le visage de sa fille. C'était la 3e représentation consécutive qu'il manquait. « Ça ne peut pas être reporté. Tu as promis il y a des semaines. » « Ne commence pas, Sophie. » Son ton était un avertissement. « Vous pensez que c'est facile de maintenir ce niveau de vie? Quelqu'un doit vraiment travailler dans cette maison. » Le silence qui suivit fut dense. Gabriel se leva et quitta la table sans demander la permission. Julie fixait son assiette, blessée. Sophie sentit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps, de la colère. Pour qui se prenait-il pour diminuer tout ce qu'elle faisait quotidiennement? Vraiment travailler? Comme si maintenir une maison, élever 2 enfants et renoncer à ses propres rêves n'était pas du travail. Mais comme toujours, elle ravala sa colère. C'était plus facile ainsi, maintenir la paix, ne pas créer de conflits. Cela avait été son mantra pendant tant d'années qu'elle ne savait plus faire autrement. Le lendemain matin, pendant qu'elle préparait le café, le téléphone sonna. C'était Céline, son amie de l'université avec qui elle maintenait un contact sporadique au fil des ans. « Sophie, je t'ai enfin trouvée. Tu as disparu des réseaux sociaux, ma fille. » La voix animée de Céline fit naître un sourire sincère sur les lèvres de Sophie. « Je n'ai pas le temps pour ces choses, tu sais comment c'est. Je sais, c'est pourquoi j'appelle. J'ai besoin de te raconter une nouvelle et te faire une invitation spéciale. » Céline raconta qu'après des années à travailler comme designer à Lyon, elle était revenue à Paris pour ouvrir son propre studio de design d'intérieur. Et plus encore, elle se mariait dans 1 mois. « Je veux que tu viennes, sans excuse. C'est un petit mariage, juste pour les amis intimes, au jardin du Luxembourg, cet endroit que nous disions toujours magique. Tu te souviens ?» Sophie se souvenait. C'est là qu'elles allaient étudier les jours de printemps, rêvant de l'avenir brillant qu'elles auraient. « Bien sûr que je viendrai, Céline, je ne manquerai ça pour rien au monde. Et amène ton beau mari et tes enfants. Je veux connaître cette famille pour laquelle tu as échangé tes rêves. » Il y avait une pointe de taquinerie affectueuse dans la voix de Céline. « Ils vont adorer rencontrer la tante folle qui m'a donné ce rouge à lèvres rouge. »« Tu l'as encore? Mon Dieu, ça fait combien de temps? » ?»« Oui, je l'ai toujours. Et tu sais quoi, je l'ai retrouvé l'autre jour. Il est encore parfait. Un signe, ma chérie. Les bonnes choses résistent au temps, comme nous. » Après l'appel, Sophie ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Céline avait toujours cet effet sur elle. Elle lui rappelait les possibilités, les chemins non empruntés qui elle était avant de se perdre. Quand elle mentionna l'invitation pendant le dîner, Richard leva à peine les yeux de son assiette. « Le mariage de qui déjà ?»« Céline, mon amie de la fac. Tu l'as rencontrée à la fête d'inauguration de l'appartement, tu te souviens ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas si je pourrais. J'ai ce voyage d'affaires à Lyon, à la même période. » Sophie sentit son estomac se nouer. Le fameux voyage, celui qu'il avait mentionné vaguement, sans date précise. Était-ce une coïncidence qu'il se matérialise maintenant précisément à la date du mariage? Pourrais-tu confirmer les dates? Le mariage est le 15, un samedi. Je verrai. Il répondit, visiblement désintéressé. Cette nuit-là, après que les enfants se soient retirés et que Richard se soit endormi, Sophie fit l'impensable. Elle déverrouilla le téléphone de son mari. Elle connaissait le mot de passe, c'était sa date de naissance, et ouvrit les messages. La conversation avec Lucie était là, extensive, intime, laissant peu de place au doute. Il y avait des déjeuners, des rencontres de travail après les heures de bureau et des messages qui lui retournaient en l'estomac. Le dernier mentionnait un week-end à Lyon, exactement à la date du mariage de Céline.
Sophie remit le téléphone sur la table de chevet et s'allongea fixant le plafond. Son cœur battait rapidement, non pas de tristesse comme on pourrait s'y attendre, mais d'une colère silencieuse et d'une étrange sensation de soulagement. Comme si un soupçon longtemps enfoui remontait enfin à la surface, confirmant qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'imaginait pas la distance, la froideur, le désintérêt. Le lendemain matin, dans le reflet du miroir de la salle de bain, Sophie vit quelque chose de différent dans ses yeux. Une détermination qu'elle ne reconnaissait plus depuis longtemps. Elle sortit le rouge à lèvres rouge du tiroir et l'appliqua soigneusement. Puis elle envoya un message à Céline. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose pour le mariage. » Au petit déjeuner, quand Richard remarqua à peine sa présence, comme d'habitude, elle ne ressentit pas la déception habituelle. Au lieu de cela, en l'observant distraitement vérifier son téléphone, une idée commença à se former dans son esprit. S'il pouvait avoir une vie secrète, pourquoi ne pourrait-elle pas commencer à reconstruire la sienne? Non par vengeance, mais par survie. Après le départ de tous, Sophie ne suivit pas sa routine habituelle. Au lieu de cela, elle ouvrit l'ordinateur, portable qu'elle utilisait rarement, et accéda à un site de cours en ligne. Pendant des années, elle avait ignoré les avancées du design d'intérieur, son domaine de formation. Il était temps de voir ce qu'elle avait manqué. Elle trouva un cours de mise à jour en design contemporain qui commencerait la semaine suivante. Sans réfléchir à deux fois, elle s'inscrivit. En terminant, elle sentit son cœur s'accélérer comme si elle avait commis une transgression. Dans un sens, elle avait transgressé, contre la version d'elle-même qui acceptait tout, qui n'osait pas changer l'ordre établi. La version qui s'était convaincue que ses rêves n'avaient plus d'importance. Elle passa le reste de la matinée à rechercher la carrière qu'elle avait abandonnée. Elle découvrit que le marché s'était transformé, qu'il y avait des opportunités pour les professionnels indépendants, qu'elle pourrait commencer par de petits projets. Quand elle s'en rendit compte, il était déjà midi et rien dans la maison n'était rangé. Le déjeuner n'était pas prêt. Pour la première fois depuis des années, cela ne la dérangeait pas. Le jour suivant, elle rendit visite à Céline, dans son studio à Saint-Germain-des-Prés. L'espace, bien que petit, débordait de personnalité, exactement comme son amie. Des couleurs vibrantes, des pièces de design signées, des plantes exubérantes. C'était un lieu qui respirait la créativité. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Céline, servant du café dans des tasses artisanales. « Tu as réussi, tu as réalisé le rêve que nous avions ensemble. » Sophie répondit, un mélange d'admiration et de mélancolie dans la voix. « Il n'est jamais trop tard pour toi. » Aussi, tu sais, Céline la regarda sérieusement. « D'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais me demander pour le mariage ?» Sophie hésita un moment, puis sourit. « Je veux que tu m'aides à être éblouissante, comme je ne l'ai jamais été auparavant. » Les yeux de Céline brillèrent. « Ma chérie, tu ne sais pas combien j'ai attendu pour entendre ça. » Les semaines qui précédèrent le mariage de Céline furent d'une intensité que Sophie n'avait pas connue depuis des années. Partagée entre sa routine familiale, qu'elle maintenait avec la discipline habituelle, et une nouvelle vie secrète qui commençait à s'épanouir, elle avait l'impression de vivre dans deux mondes parallèles. Tous les mardis et jeudis, pendant que les enfants étaient à l'école et Richard au travail, Sophie suivait son cours de mise à jour en design. Au début, elle se sentit déplacée. Elle était la plus âgée du groupe, la seule à avoir passé tant d'années éloignée du marché. Les logiciels qu'ils utilisaient maintenant étaient différents. Les tendances avaient changé. Même le vocabulaire technique semblait étranger à ses oreilles. Mais il y avait quelque chose qui restait intact. Son regard. Sa capacité à voir les espaces et à les transformer mentalement. « Vous avez une vision unique », commenta le professeur après avoir analysé son premier projet. « Il y a une maturité dans votre approche que les plus jeunes n'ont pas encore développée. » Ces mots restèrent avec elle, nourrissant une confiance longtemps endormie. À la maison, quand tout le monde dormait, Sophie passait des heures à dessiner sur la tablette qu'elle avait achetée en cachette, la rangeant soigneusement dans une boîte à chaussures au fond de l'armoire. C'était son secret, son trésor. Tout comme le rouge à lèvres rouge qu'elle portait maintenant quotidiennement, mais qu'elle retirait toujours avant que quiconque de la famille puisse le voir. La semaine du mariage arriva enfin, et Richard confirma son voyage à Lyon, sans trop dissimuler sa satisfaction.
« Ce sera un week-end chargé mais important pour ma carrière », dit-il pendant le dîner, 2 jours avant son départ. « Ensuite, nous pourrons prendre des vacances en famille pour compenser. » Sophie acquiesça, feignant de le croire. Elle savait exactement avec qui il serait et ce qu'il ferait. Les messages sur son téléphone, qu'elle vérifiait maintenant régulièrement quand elle en avait l'occasion, ne laissaient aucun doute. Mais étonnamment, la douleur qu'elle s'attendait à ressentir avait été remplacée par une étrange indifférence. Comme si ce mariage était déjà mort depuis si longtemps que l'infidélité n'était que le certificat officiel. Gabriel. « Et Julie resteront chez ma mère », informa-t-elle tranquillement. « Je vais au mariage de Céline, tu te souviens ? » ?»« Ah oui, ton ami artiste. » Le ton condescendant ne passa pas inaperçu. « Amusez-vous bien à parler de rideaux et de coussins. » Sophie sourit, un nouveau sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous nous amuserons certainement. » Le matin du samedi, après avoir déposé les enfants chez leur grand-mère à Versailles, Sophie se rendit au salon de beauté le plus exclusif de Saint-Germain, où Céline avait pris rendez-vous pour elle. C'était un cadeau de son amie. Ta transformation complète, comme elle l'avait plaisanté. En entrant dans l'espace sophistiqué, elle se sentit momentanément intimidée. Des femmes élégantes circulaient dans l'environnement, toutes semblant parfaitement à l'aise, dans cet univers de beauté et de soins qu'elle avait abandonné depuis si longtemps. Mais Jean-Luc, le coiffeur recommandé par Céline, l'accueillit avec une chaleur qui dissipa sa nervosité. « Alors vous êtes la fameuse Sophie. Céline m'a beaucoup parlé de vous. » Il la conduisit jusqu'au fauteuil, analysant ses cheveux d'un œil critique. « Je vois beaucoup de potentiel ici. Que pensez-vous d'un changement plus dramatique ?» Sophie hésita seulement une seconde avant de répondre. « Faites ce que vous pensez être le mieux. Je vous fais confiance. » 3 heures plus tard, Sophie reconnaissait à peine la femme dans le miroir. Ses cheveux, autrefois longs et sans forme, arboraient maintenant une coupe moderne au niveau des épaules, avec des couches qui encadraient parfaitement son visage. Des mèches caramel illuminaient le châtain naturel, donnant vie et mouvement. Le maquillage, appliqué par une maquilleuse spécialisée dans les tons pour peau mature, mettait en valeur ses yeux verts et ses pommettes, créant une luminosité qu'elle n'avait pas vue en elle-même depuis longtemps. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, touchant légèrement les pointes de ses cheveux comme pour confirmer que c'était réel. Jean-Luc sourit, satisfait de sa réaction. « Maintenant, vous êtes prête pour la robe que Céline a choisie. » La robe. Sophie avait presque oublié ce détail. Céline avait insisté pour lui offrir également la tenue pour l'occasion, disant simplement que ce serait quelque chose que l'ancienne Sophie aurait porté sans y penser à 2 fois. Dans la cabine d'essayage de la boutique, une petite boutique, conceptuelle cachée dans une rue tranquille de Saint-Germain, Sophie déballa soigneusement le paquet. Le tissu glissa entre ses doigts, de la soie dans un ton profond de bleu marine, presque nocturne. Le modèle était élégant et audacieux à la fois. Un décolleté discret à l'avant, mais un décolleté plus prononcé dans le dos, des manches 3/4 et une longueur qui s'arrêtait juste en dessous des genoux. Ce n'était pas extravagant, mais cela avait du caractère. Cela avait de la présence. En s'habillant, elle eut l'impression de se reconnecter avec une version d'elle-même qu'elle avait laissée derrière elle. Cette Sophie qui osait, qui ne se cachait pas, qui occupait l'espace. À la réception du mariage tenu dans un espace élégant dans les jardins d'un hôtel-boutique au jardin du Luxembourg, Sophie arriva seule. Le lieu était décoré de fleurs tropicales et de lumières douces, créant une atmosphère à la fois romantique et contemporaine, exactement comme Céline. Sophie, la voix masculine derrière elle, la fit se retourner. C'était Charles, un collègue de l'université qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et d'admiration. « Mon Dieu, tu es éblouissante. » Pendant un moment, Sophie ne sut pas comment réagir. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas reçu un compliment sincère qu'elle avait presque oublié comment répondre. « Merci Charles, tu as l'air en forme aussi. »« Où est Richard ? Céline m'a dit que tu t'étais marié avec ce type. Cas de la fac de commerce. » Il avait un engagement professionnel incontournable. Le mensonge sortit facilement, presque répété. Pendant la cérémonie, observant Céline radieuse dans sa robe non conventionnelle, un modèle court dans un ton de rose antique, complètement différent du blanc traditionnel, Sophie ressentit une pointe d'envie, non pas pour le mariage en soi, mais pour la liberté.
Céline avait construit une vie selon ses propres termes. Elle n'avait jamais renoncé à qui elle était, pas même par amour. À la fête qui suivit, Sophie se surprit à danser, à rire, à parler d'art et de design avec d'anciens collègues qui, comme Céline, avaient poursuivi une carrière dans le domaine. Certains commentèrent sa disparition, se demandant pourquoi elle avait abandonné un talent si prometteur. Elle détournait la conversation, ne sachant pas comment expliquer qu'elle avait renoncé à elle-même pour un mariage qu'elle percevait maintenant comme une prison. Ce fut pendant une pause sur la piste de danse, alors qu'elle savourait une coupe de champagne sur la terrasse donnant sur le jardin illuminé, qu'elle remarqua un homme l'observant avec intérêt. Grand, les cheveux grisonnants aux tempes et le regard perspicace, il semblait déplacé. Il ne faisait pas partie du cercle d'amis de la fac. « Pardonnez mon indiscrétion, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre robe, dit-il, s'approchant avec une élégance naturelle. La coupe est magnifique, vintage des années 50, réinterprétée, n'est-ce pas ?» Sophie sourit, surprise par l'observation précise. « Exactement. Vous vous y connaissez en mode. En design en général. Je suis architecte, alors je finis par prêter attention aux détails, aux formes, aux textures. » Et il tendit la main. « Antoine Mercier, Sophie Lefebvre. Vous êtes designer, je suppose. Tout le monde à cette fête semble être du milieu. Je l'étais, je veux dire, je reviens petit à petit. J'ai fait une pause de 15 ans. » Antoine leva les sourcils, vraiment intrigué. Une pause considérable. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? La question si simple la prit au dépourvu. Qu'est-ce qui en fait l'avait fait revenir? Le rouge à lèvres rouge, la trahison de son mari, ou quelque chose de plus profond, un appel qu'elle avait ignoré depuis trop longtemps? J'ai réalisé que je m'étais perdue, répondit-elle avec une honnêteté qui la surprit elle-même, et j'essaie de me retrouver. Antoine l'étudia un moment, comme s'il évaluait non seulement ses paroles, mais quelque chose de plus fondamental en elle. Vous savez ce que je vois? Quelqu'un avec un regard unique, le genre de regard qui transforme les espaces. La conversation coula avec une facilité inattendue. Antoine n'était pas seulement architecte, mais propriétaire de l'un des cabinets les plus respectés de Paris, spécialisé dans les projets durables et les restaurations historiques. Il parlait avec passion de son travail, de l'importance de préserver l'identité des espaces tout en les adaptant à de nouveaux usages. Nous cherchons toujours des collaborateurs avec une vision fraîche, commenta-t-il, alors que la nuit avançait, particulièrement pour la ligne de design d'intérieur que nous développons. Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était une ouverture, une possibilité qu'elle ne s'attendait pas à trouver ce soir-là. « Je n'ai pas de portfolio à jour », admit-elle, se sentant soudainement vulnérable. « Comme je l'ai dit, je commence tout juste à revenir. » Antoine sourit, sortant une carte de la poche intérieure de sa veste. « Quand vous serez prête, contactez-moi. Nous pourrions commencer. » Par un projet test. Quand Céline s'approcha quelques minutes plus tard, elle trouva Sophie encore en train de regarder la carte avec une expression d'étonnement. « Je vois que tu as rencontré Antoine », commenta son ami avec un sourire complice. « L'un des meilleurs dans le domaine, et célibataire, soit dit en passant. » « Céline, ce n'est pas du tout ça. »« Pas encore. » Son ami fit un clin d'œil. « Mais j'ai vu comment vous parliez, il y avait une connexion là. »« Une connexion professionnelle seulement, » insista Sophie, bien que quelque chose en elle reconnaisse qu'il y avait plus. Pas un intérêt romantique, mais une sorte de reconnaissance. Mutuelle, comme si Antoine avait vu quelque chose en elle qu'elle-même ne pouvait pas encore voir complètement. Plus tard, en rentrant à la maison à l'aube, Sophie trouva l'appartement silencieux et vide. Elle se dirigea vers la salle de bain et, avant d'enlever son maquillage, observa longuement son reflet. La femme qui la regardait n'était pas la même que celle qui était partie ce matin-là. Ce n'était pas seulement les cheveux, le maquillage ou la robe. C'était l'éclat dans ses yeux, la posture plus droite, la sensation de possibilité qui irradiait de l'intérieur vers l'extérieur. Elle plaça soigneusement la carte d'Antoine dans le même tiroir où elle gardait le rouge à lèvres rouge, son petit sanctuaire de secrets et de promesses. Tandis qu'elle se préparait à dormir, une certitude grandissait en elle. Cette nuit n'avait pas été simplement une pause dans la monotonie de sa vie. Cela avait été le premier pas vers quelque chose de nouveau,
quelque chose qui lui appartenait exclusivement. La semaine suivant le mariage de Céline apporta une routine apparemment normale à l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Sophie recommença à attacher ses cheveux, bien que maintenant dans un chignon plus élégant qui valorisait sa nouvelle coupe, et reprit ses tâches domestiques avec l'efficacité habituelle. Quand Richard revint de Lyon dimanche soir, elle l'accueillit sans poser de questions sur le voyage, servant le dîner comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Les matins de mardi et jeudi, après avoir déposé les enfants à l'école, Sophie n'allait plus directement à la maison ou au supermarché. Elle se rendait à son cours de design, absorbant chaque nouvelle information avec une voracité qui surprenait ses collègues, beaucoup plus jeunes. Les après-midi libres, elle visitait des boutiques de décoration, étudiait des magazines spécialisés et travaillait secrètement sur son premier projet, la rénovation du bureau de Céline, que son amie lui avait offerte comme opportunité pour reconstruire son portfolio. La carte d'Antoine restait rangée dans le tiroir, à côté du rouge à lèvres rouge qu'elle utilisait maintenant fréquemment, bien qu'elle l'enlevât avant de rentrer à la maison. Ce n'était pas seulement une question de cacher sa transformation à Richard, c'était quelque chose de plus profond. Cette nouvelle Sophie qui émergeait peu à peu était son trésor personnel, quelque chose qu'elle devait protéger et cultiver loin des regards qui l'avaient diminué pendant si longtemps. Le jeudi, 2 semaines après le mariage, Sophie s'était concentrée sur sa tablette, finalisant le projet pour le bureau de Céline, quand une notification interrompit son travail. C'était un email du cabinet d'Antoine Mercier, confirmant la réunion qu'elle avait sollicitée pour la semaine suivante. Son cœur s'emballa. Elle avait envoyé le message dans un élan de courage, sans vraiment croire qu'il serait répondu si rapidement. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» La voix de Julie la fit sursauter. Sa fille était entrée silencieusement, dans la chambre, et regardait maintenant avec curiosité l'écran de la tablette, où le projet tridimensionnel du bureau tournait lentement. « C'est un travail que je fais pour tante Céline, » répondit Sophie, résistant à l'envie de cacher l'écran. Julie s'assit au bord du lit, observant avec intérêt. « C'est toi qui as fait ça ? C'est incroyable, on dirait du travail professionnel. »« Je suis professionnelle, ma fille. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, avec une fermeté qui les surprit toutes les deux. « Je veux dire, je l'étais, je reviens peu à peu. »« Je ne t'ai jamais vu faire ces choses, » commenta Julie, se penchant pour mieux voir. Les détails du projet. « Pourquoi as-tu arrêté ?» La question, si simple et directe comme seule une adolescente pouvait la poser, frappa Sophie comme un éclair. Pourquoi avait-elle arrêté? La réponse conventionnelle, pour élever les enfants, pour s'occuper de la famille, semblait soudain insuffisante, presque une excuse. « Parfois on se perd en chemin, ma fille, » répondit-elle finalement. « Mais l'important est de retrouver sa direction. » Julie l'étudia avec une intensité déconcertante, comme si elle voyait quelque chose de nouveau chez sa mère. « Je trouve ça cool que tu fasses ça. Tu sembles différente, plus heureuse. » Le commentaire réchauffa le cœur de Sophie. Parmi toutes les personnes de sa vie, c'était sa fille adolescente, normalement absorbée dans son propre monde, qui avait remarqué le changement en premier. « Je peux t'aider ? J'apprends le design graphique à l'école. Peut-être que je pourrais faire quelque chose sur l'ordinateur ?» L'offre surprit Sophie. Cela faisait des mois qu'elle et Julie ne partageaient aucune activité, en dehors des repas obligatoires. L'idée de travailler avec sa fille sur quelque chose de créatif alluma une joie inattendue. « J'adorerais, ma chérie. Que dirais-tu après ? » Le dîner ? Cette soirée marqua le début d'une nouvelle dynamique dans la relation entre mère et fille. Assises côte à côte à la table du salon, elles travaillèrent ensemble sur le projet. Sophie expliquant les concepts de design d'intérieur, Julie montrant des astuces d'édition numérique qu'elle avait apprises à l'école. Pour la première fois depuis très longtemps, elles parlèrent vraiment, pas seulement de tâches ménagères ou d'obligations scolaires, mais de rêves, d'idées, de possibilités. « Tu étais très douée avant d'arrêter ?» demanda Julie, tandis qu'elles ajustaient l'éclairage virtuel du bureau. « J'étais prometteuse, » répondit Sophie, se rappelant les compliments des professeurs, les prix dans les concours universitaires. « J'avais une approche différente, plus intuitive que technique. Et papa,
Il soutenait ton travail? La question innocente toucha une ancienne blessure. Sophie hésita, ne voulant pas dire du mal de Richard à sa fille, mais aussi fatiguée de perpétuer la fiction du mariage parfait. « Ton père a toujours été très concentré sur sa propre carrière », répondit-elle diplomatiquement. « Quand vous êtes né, il a semblé naturel que je reste à la maison. »« Naturel pour qui ?» demanda Julie avec la perspicacité aiguisée de l'adolescence. « Pour toi ou pour lui ?» Sophie n'eut pas de réponse immédiate. La vérité était trop complexe pour la mettre en mots. Comment expliquer qu'elle s'était laissée effacer lentement, année après année, sans même se rendre compte qu'elle disparaissait? Le lendemain matin, en entrant dans la cuisine pour préparer le café, Sophie trouva Richard déjà éveillé, chose inhabituelle dans sa routine. Il l'observa avec une expression étrange, tandis qu'elle allumait la cafetière. « C'était quoi hier soir ?» demanda-t-il sans préambule. « Quoi donc ? Toi et Julie, enfermés dans le salon jusqu'à tard, qu'est-ce que vous faisiez ?» Il y avait quelque chose d'accusateur dans son ton qui la dérangea profondément, comme si partager du temps avec sa fille était une transgression. « Nous travaillions sur un projet de design, pour le bureau de Céline. » Richard fronça les sourcils, confus. « Design? Depuis quand tu as repris ça? Je suis un cours de mise à jour, les mardis et jeudis. Et quand comptais-tu me le dire ?» Son ton oscillait entre la surprise et l'irritation. « Je pensais que tu étais à la gym ces jours-là. »« Tu n'as jamais demandé, » répondit simplement Sophie, servant le café dans 2 tasses. « Tout comme je ne demande jamais à propos de tes déjeuners avec Lucie. » Les mots flottèrent dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Richard pâlit visiblement, puis reprit contenance, adoptant une expression défensive. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si. » Sophie garda sa voix calme, se surprenant elle-même par sa tranquillité. « Mais ce n'est pas de cela que je veux parler maintenant. J'ai une réunion lundi avec Antoine Mercier, du cabinet d'architecture Mercier & Associés. Je vais présenter une proposition de travail. » Richard la dévisagea, comme si elle avait annoncé qu'elle allait rejoindre un cirque. « Tu es sérieuse? Après 15 ans hors du marché? Personne ne va t'embaucher, Sophie. »« Nous verrons, » répondit-elle, sentant une force grandir en elle. « Ce qui me rappelle, je dois mettre à jour mon CV. Ça te dérange si on dîne avec des plats surgelés ce soir? Je n'aurai pas le temps de cuisiner. » Laissant Richard bouche bée dans la cuisine, Sophie se dirigea vers la chambre pour se préparer. Elle choisit un chemisier bleu qu'elle n'avait pas porté depuis des années, laissa ses cheveux détachés et, avant de sortir, appliqua le rouge à lèvres rouge qu'elle portait maintenant toujours dans son sac. Pour la première fois, elle ne se soucia pas de retirer son maquillage avant de rentrer à la maison. Il était temps que le monde extérieur connaisse la nouvelle Sophie. Le lundi arriva avec une anxiété presque physique. Sophie avait passé tout le week-end à peaufiner son portfolio, avec l'aide enthousiaste de Julie, et sous le regard de plus en plus méfiant de Richard, qui oscillait entre ignorer complètement son nouveau projet et faire des commentaires dépréciateurs sur ses chances. « Ils ont probablement juste fixé cette réunion par politesse, » dit-il dimanche soir, tandis que Sophie révisait sa présentation. « Ne te fais pas d'illusions. » Sophie ne répondit pas. Il y avait quelque chose de libérateur à ne plus se soucier de son approbation. Le cabinet Mercier & Associés occupait 2 étages d'un immeuble commercial dans le Marais avec vue sur la Seine. La réception, un espace ample avec des murs, de verre et de béton apparents, exposait des maquettes de projets primés et des photographies de bâtiments restaurés. Sophie se sentit simultanément intimidée et stimulée par cet environnement qui respirait l'excellence. Antoine la reçut personnellement, la conduisant à une salle de réunion où 3 autres professionnels attendaient. Il la présenta comme une designer talentueuse avec un regard unique pour les espaces transitoires, une description qui la fit rougir, mais aussi se redresser avec une fierté longtemps oubliée. Pendant la présentation, Sophie fut surprise par sa propre éloquence. Elle parla du projet pour le bureau de Céline, expliquant ses choix esthétiques et fonctionnels, détaillant comment elle avait intégré des éléments durables avec un design qui respectait la personnalité vibrante de son amie. Ensuite, elle montra quelques projets conceptuels qu'elle avait développés ces dernières semaines, de petits espaces résidentiels transformés avec des interventions ponctuelles et économiques. « Ce qui m'impressionne le plus, » commenta Antoine quand elle eut terminé, « c'est votre capacité à voir au-delà de l'évident.
Vous ne décorez pas simplement des environnements. Vous voyez du potentiel là où d'autres verraient des limitations. Les autres professionnels acquiescèrent, posant des questions techniques auxquelles Sophie répondit avec une confiance croissante. Et puis Antoine fit la proposition qui changerait tout. Nous avons un client, l'Institut culturel France-Japon, qui rénove son siège ici à Paris. C'est un hôtel particulier historique à Montmartre qui doit être modernisé, tout en conservant ses caractéristiques originales. Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger le projet d'intérieur, travaillant en étroite collaboration avec notre équipe d'architecture. Seriez-vous intéressé à relever ce défi en tant que consultante externe? Sophie sentit le monde tourner un instant. C'était une opportunité bien plus grande qu'elle ne l'espérait, un projet significatif pour un client important dans un cabinet renommé. Oui, bien sûr, répondit-elle, essayant de ne pas montrer son étonnement. Quand commencerions-nous? Immédiatement si possible. Le délai est serré, 3 mois pour le projet complet, 6 pour l'exécution. En sortant du cabinet, 2 heures plus tard, avec un contrat préliminaire dans son sac et la tête bouillonnant d'idées, Sophie s'arrêta sur le trottoir et respira profondément. L'air de la ville, les sons du trafic, les gens pressés, la chaleur du soleil. De mars, tout semblait plus intense, plus réel, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Elle prit son téléphone et appela Céline. « J'ai réussi », dit-elle simplement quand son amie répondit. Le cri de joie à l'autre bout de la ligne la fit sourire. « Je le savais, je te l'avais dit. Tu n'as jamais cessé d'être talentueuse, Sophie ?» « J'ai tellement peur, admit Sophie, verbalisant l'insécurité qui se mêlait à l'euphorie. « Et si je n'y arrive pas? Si je ne suis pas à la hauteur ?»« Et si tu brilles plus que tu ne l'imagines ?» rétorqua Céline. « Tu te souviens de ce que notre professeur de projet disait toujours? La peur n'est que de l'excitation sans respiration. » « Respire, ma chérie, tu es née pour ça. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Sophie trouva un mot de Julie l'informant qu'elle était allée au cinéma avec des amis et que Gabriel était chez un camarade pour étudier pour un examen. Richard, comme toujours les lundis, rentrerait tard à cause d'une réunion hebdomadaire. Seule dans l'appartement silencieux, Sophie ressentit une étrange sensation de détachement, comme si cet espace, qui avait été son monde pendant tant d'années, n'était plus qu'un décor temporaire, un lieu de passage, non plus le centre de son existence. Elle se dirigea vers le dressing et commença à trier des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années, des pièces formelles, des blazers, des pantalons tailleurs qu'elle avait gardés par sentimentalisme ou vague espoir de retourner un jour au travail. Certains ne lui allaient plus, d'autres étaient démodés, mais quelques pièces clés pourraient être actualisées avec les bons accessoires. Tout en organisant ce qu'elle porterait dans son nouveau travail, Sophie réalisa qu'elle était, littéralement, en train de faire de la place pour sa nouvelle vie au sein de l'ancienne. Et la question qui ne voulait pas se taire résonnait dans son esprit. Y aurait-il assez d'espace pour que les deux existent simultanément? Où viendrait le moment où elle devrait choisir définitivement entre la femme qu'elle avait été par obligation et celle qu'elle redécouvrait par choix? L'hôtel particulier historique à Montmartre était une construction imposante du début du XXe siècle, avec de larges balcons, des plafonds hauts et une vue privilégiée sur Paris. Autrefois résidence d'un diplomate japonais, le bâtiment avait été acquis par l'Institut culturel France-Japon dans les années 1980 et depuis lors servait de siège pour des expositions, des cours de langue et des événements culturels. Maintenant, il avait besoin d'une rénovation qui préserverait son âme historique tout en l'adaptant aux besoins contemporains. Pour Sophie, le projet représentait bien plus qu'un travail. C'était une métaphore de sa propre vie. Comme cet hôtel particulier, elle cherchait aussi à honorer ses racines tout en se réinventant pour un nouveau chapitre. Et comme la construction centenaire, elle portait des marques du temps qui ne pouvaient ni ne devaient être effacées, seulement réinterprétées. Les premières semaines sur le projet furent des montagnes russes d'émotions. Pendant la journée, elle se plongeait dans le travail avec une passion qui surprenait même ses nouveaux collègues. Elle recherchait l'histoire du bâtiment, étudiait l'architecture traditionnelle japonaise, débattait des possibilités avec l'équipe d'Antoine. Il y avait des jours où elle oubliait complètement de déjeuner,
absorbée par les détails d'un panneau qui intégrerait des éléments français et japonais. Le soir, elle rentrait à la maison et reprenait son rôle, de mère et d'épouse, comme si elle interprétait un personnage dans une pièce dont elle connaissait le script par cœur. Elle préparait le dîner, aidait les enfants avec leurs devoirs, maintenait la maison en fonctionnement avec la même efficacité qu'auparavant. La différence était que maintenant, tout en exécutant ses tâches familières, son esprit s'envolait, souvent vers l'hôtel particulier de Montmartre, vers les couleurs qu'elle prévoyait d'utiliser dans la salle d'exposition, vers l'éclairage qui valoriserait le jardin zen dans la cour intérieure. La nouvelle routine exigeait des ajustements. Pour la première fois en 15 ans, Sophie engagea une femme de ménage pour l'aider 3 fois par semaine. Elle commença à faire ses courses en ligne pour gagner du temps. Elle établit un système de rotation des tâches avec les enfants qu'à sa surprise, Gabrielle et Julie acceptèrent bien leurs nouvelles responsabilités, surtout quand elle leur expliqua pourquoi. « Je suis fière de toi, maman », dit Julie un soir en l'aidant à ranger les courses. « C'est cool de te voir faire quelque chose que tu aimes. » La réaction de Richard, en revanche, oscillait entre le scepticisme condescendant et l'irritation mal dissimulée. Au début, il traita le nouveau travail de Sophie comme un passe-temps temporaire, quelque chose qui serait vite abandonné quand elle reviendrait à la réalité. À mesure que les semaines passaient et qu'elle restait engagée, son malaise devint plus évident. « Encore une fois, nous dînons avec des plats surgelés », se plaignit-il un jeudi, un mois après le début du projet. « Ça devient une habitude. Les lasagnes sont faites maison. Elles étaient juste au congélateur, » répondit Sophie tranquillement, se servant de la salade. « Et demain, je ferai cette bouillabaisse que tu aimes. Ce n'est pas seulement la nourriture, Sophie. C'est tout. La maison n'est plus comme avant, les choses sont déplacées. »« Quelle chose spécifique est déplacée, Richard ?» demanda-t-elle, gardant toujours son calme, mais avec une touche de fermeté dans sa voix qui était nouvelle. Il hésita, clairement incapable de pointer quelque chose de concret. « Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu négliges tes responsabilités à cause de ce travail temporaire. » « Temporaire ?» Sophie posa sa fourchette, le regardant directement. « Le contrat est de 9 mois, avec possibilité d'extension. Et je suis déjà en négociation pour un second projet avec un autre client. » Richard la regarda avec une surprise sincère, comme s'il réalisait seulement maintenant que la situation était plus sérieuse qu'il ne l'imaginait. « Mais, et la famille? Et nous ?» La question flotta dans l'air, chargée de signification implicite. Sophie sentit quelque chose se rompre en elle, pas de façon traumatique, mais comme un fruit mûr qui se détache enfin de la branche. « La famille reste ma priorité, Richard. Mais elle ne peut plus être mon unique identité. Je ne veux plus être seulement la mère de Gabrielle ou la femme de Richard. Je veux être Sophie à nouveau. » Il la regarda comme s'il voyait une étrangère. « Et qui est cette Sophie ? » « Je suis en train de le découvrir, » répondit-elle simplement. Jour après jour, la conversation fut interrompue par l'arrivée de Gabrielle, excité par la nouvelle qu'il avait été sélectionné pour un tournoi régional d'échecs. Le sujet resta en suspens, comme tant d'autres questions importantes dans ce mariage, non résolues, simplement temporairement reportées. Cette nuit-là, en arrangeant son nouveau bureau improvisé dans l'ancienne chambre d'amis, Sophie trouva une boîte en carton oubliée au fond de l'armoire. « Faculté », disait l'étiquette jaunie écrite avec sa calligraphie d'il y a 2 décennies. Assise par terre, elle ouvrit la boîte avec un soin presque révérentiel. Là se trouvaient ses travaux universitaires, des photographies de maquettes, des croquis faits à la main, des coupures de magazines qui l'inspiraient. Au fond, elle trouva un carnet relié en cuir rouge, son journal des années universitaires. Sophie hésita un moment avant de l'ouvrir. C'était comme visiter une version antérieure d'elle-même, quelqu'un qu'elle connaissait intimement et en même temps une étrangère. Les pages étaient remplies d'une calligraphie plus arrondie et juvénile que la sienne actuelle. Des plans, des rêves, des idées, tout enregistré avec l'enthousiasme caractéristique de quelqu'un qui a tout l'avenir devant soi. À la dernière page, elle trouva quelque chose qui la figea. Une liste intitulée « Avant mes 30 ans », écrite de sa main à 22 ans. C'était une liste d'objectifs personnels et professionnels que la jeune Sophie espérait atteindre. Ouvrir mon propre studio de design. Concevoir un espace public qui fait une différence dans la vie des gens. Vivre au moins 6 mois dans un autre.
Pace apprendre une troisième langue couramment. Avoir une exposition avec mes photographies expérimentales, publier des articles dans des magazines de design, créer une ligne de meubles durables, faire des randonnées dans les 5 parcs nationaux les plus beaux de France, apprendre à faire du surf, avoir une famille sans renoncer à qui je suis. Le dernier point de la liste la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Avoir une famille sans renoncer à qui je suis. À 22 ans, elle connaissait déjà le risque. Elle pressentait déjà le danger de se perdre dans le rôle d'épouse et de mère. Et pourtant, elle avait laissé exactement cela se produire. Sophie ferma le journal et le serra contre sa poitrine, ressentant un mélange de tristesse pour le temps perdu et une détermination renouvelée de ne plus gaspiller un seul jour. Il ne s'agissait pas de regretter le passé, mais de récupérer ce qu'elle pouvait encore de l'avenir. Le jour suivant, elle emporta le journal au travail. Pendant la pause déjeuner, elle s'assit dans le jardin de l'hôtel particulier et relut des passages sélectionnés, cherchant à se reconnecter avec l'essence de cette jeune femme qui avait tant de rêves et tant de confiance en sa capacité à les réaliser. « Matériel de recherche ?» demanda Antoine, s'approchant avec un sourire curieux. Sophie ferma le journal, un peu embarrassée. « En quelque sorte, je recherche mon propre passé. » Antoine s'assit à côté d'elle sur le banc en bois. Ces derniers mois, ils avaient développé un partenariat professionnel basé sur le respect mutuel et une admiration croissante. Il valorisait son intuition pour les espaces et sa sensibilité pour comprendre les besoins des utilisateurs. Elle admirait sa vision technique et son engagement envers la préservation historique. Parfois, nous devons regarder en arrière pour trouver le chemin devant, commenta-t-il, contemplant le jardin. Cet hôtel particulier m'enseigne cela. Chaque marque, chaque détail raconte une histoire qui mérite d'être préservée, même pendant que nous créons quelque chose de nouveau. Sophie acquiesça, ressentant une connexion profonde avec ses paroles. J'ai beaucoup pensé à cela dernièrement, à comment concilier qui j'étais, qui je suis et qui je veux être. Et qui voulez-vous être, Sophie? La question posée sans prétention ni jugement la fit réfléchir. Je veux être quelqu'un qui n'a pas peur d'occuper l'espace, quelqu'un qui crée de la beauté et du sens, quelqu'un qui inspire les autres, spécialement ma fille, à ne jamais abandonner leurs rêves. Antoine sourit, un sourire chaleureux qui illumina ses yeux expérimentés. Eh bien, d'après ce que je vois, vous êtes déjà cette personne. Peut-être avez-vous seulement besoin d'y croire. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres membres de l'équipe, mais les paroles d'Antoine restèrent avec Sophie le reste de la journée. Il y avait une vérité simple et puissante là. Le changement était déjà en cours, de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'était pas seulement le travail, ou le rouge à lèvres rouge, ou les vêtements différents. C'était une présence, à une façon d'habiter le monde avec une pleine conscience de sa valeur. Dans les semaines qui suivirent, Sophie commença à mettre en œuvre de petits changements inspirés par sa liste de ses 22 ans. Elle s'inscrivit à un cours en ligne de japonais. Profitant de l'immersion dans le projet de l'Institut, elle ressortit son ancien appareil photo et commença à documenter la transformation de l'hôtel particulier, avec un regard particulier pour les textures et les jeux de lumière. Les week-ends, elle invitait occasionnellement Gabriel et Julie pour des promenades dans les parcs et réserves naturelles proches de Paris. Un prélude aux randonnées plus ambitieuses qu'elle prévoyait. De faire à l'avenir. À la maison, la tension avec Richard grandissait silencieusement. Il commença à travailler encore plus tard, arrivant quand tout le monde dormait déjà. Quand il était présent, il restait distant, comme s'il habitait une autre planète. Il ne parlait plus de son travail à elle. C'était un sujet tabou, une plaie ouverte qu'aucun des deux ne savait comment traiter. Un soir, en vérifiant ses emails avant de dormir, Sophie reçut un message d'un magazine de design demandant une interview sur le projet de l'Institut. « Nous réalisons une série sur les édifices historiques réinventés et votre travail sur l'intégration culturelle France-Japon a attiré notre attention », disait le texte. Enthousiaste, elle se tourna pour partager la nouvelle avec Richard, qui lisait à côté d'elle dans le lit. Les mots moururent sur ses lèvres quand elle vit l'écran de son téléphone. Un message de Lucie brillait sur l'écran, accompagné d'une photo qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Le plus surprenant pour Sophie fut de réaliser qu'elle ne ressentait pas la douleur qu'elle attendait.
Il y avait une tristesse, oui, pour la fin de quelque chose qui avait été important un jour. Mais il n'y avait plus le désespoir de perdre quelque chose d'essentiel. Ce mariage était déjà terminé depuis longtemps. Il maintenait simplement les apparences d'une union qui n'existait plus. « Tu vas répondre ?» demanda Richard, remarquant son regard sur l'écran. « Le message n'est pas pour moi, » répondit simplement Sophie. Tout comme cette photo n'était pas destinée à mes yeux. Richard verrouilla rapidement son téléphone, son visage alternant entre surprise et culpabilité. « Sophie, je peux expliquer ?»« Ce n'est pas nécessaire, vraiment. » Elle l'interrompit avec un calme qui les surprit tous les deux. « Je pense que nous devons parler, mais pas maintenant. Je ne suis pas en colère, Richard. Je suis juste fatigué. De faire semblant. » Se tournant de l'autre côté, Sophie tenta de traiter ce qui venait de se passer. Elle venait de confirmer l'infidélité de son mari et au lieu de s'effondrer, elle se sentait étrangement légère. Comme si la dernière attache qui la liait à son ancienne vie venait d'être coupée. Cette nuit-là, elle rêva de l'hôtel, particulier à Montmartre. Dans le rêve, elle marchait à travers des pièces infinies, chacune plus belle que la précédente. Dans l'une d'elles, elle trouva une porte qui menait à un jardin suspendu avec vue sur la mer. Elle était seule, mais pas solitaire. Libre, mais connectée à quelque chose de plus grand. Quand elle se réveilla, elle savait exactement quoi faire avec la terrasse abandonnée de l'Institut, la transformer en un jardin contemplatif qui fusionnerait des éléments du paysage parisien avec l'esthétique zen japonaise. Un espace entre les mondes, comme elle-même se sentait maintenant, avec des racines fermement plantées, mais prêtes à prendre son envol. L'interview pour le magazine de design eut lieu un après-midi ensoleillé de juin, dans l'hôtel particulier, même de l'Institut culturel France-Japon. Sophie guida la journaliste et le photographe à travers les espaces déjà rénovés, expliquant les concepts, les inspirations et les défis. Elle parla avec une éloquence qui la surprit elle-même, détaillant comment chaque élément du projet avait été pensé pour créer des dialogues entre cultures, entre passé et présent. « Ce qui m'impressionne le plus, » commenta la journaliste en observant la terrasse récemment transformée en jardin contemplatif, « c'est comment vous avez réussi à matérialiser un concept aussi abstrait que l'entre-deux. Culturel. Ce n'est pas seulement beau, c'est significatif. » Ces mots touchèrent Sophie profondément. C'était exactement ce qu'elle cherchait dans son travail. Créer des espaces qui ne soient pas seulement esthétiquement agréables, mais qui racontent des histoires, qui provoquent des sensations, qui aient du sens pour ceux qui les habitent. « Cette terrasse, expliqua-t-elle, est mon espace préféré dans le projet. D'ici, on voit la basilique du Sacré-Cœur, symbole emblématique de Paris, mais nous avons aussi ces éléments japonais, le jardin de pierre, la fontaine de bambou. C'est comme être entre deux mondes, appartenant aux deux simultanément. » Ce que Sophie ne dit pas mais ressentit intensément à ce moment-là, était à quel point cet espace reflétait son propre parcours personnel, la recherche d'un équilibre entre ses multiples rôles, entre le connu et le nouveau, entre permanence et transformation. L'article fut publié 2 semaines plus tard avec un titre qui la fit sourire, « Renaissance à Montmartre, comment Sophie Lefebvre redéfinit les espaces culturels à Paris ». Le texte était élogieux, soulignant sa sensibilité unique et sa capacité à respecter l'histoire tout en créant quelque chose de contemporain. Les photographies, artistiquement composées, montraient non seulement les espaces, mais aussi Sophie dans son élément, concentrée, confiante, visiblement passionnée par ce qu'elle faisait. Le jour où le magazine arriva dans les kiosques, Sophie en apporta un exemplaire à la maison, un mélange de fierté et d'appréhension pulsant dans sa poitrine. C'était la première fois que son travail recevait une reconnaissance publique depuis qu'elle avait repris sa carrière, et elle voulait partager ce moment avec sa famille, particulièrement avec ses enfants. Gabrielle, maintenant âgée de 16 ans, feuilleta le magazine avec un intérêt sincère. « Cool, maman, il y a tes photos et tout. Je peux l'emporter pour montrer à mes amis ?» Julie, quant à elle, lut l'article en entier, absorbant chaque mot. « Tu es une inspiration, » dit-elle, enlaçant Sophie avec une intensité inhabituelle, pour une adolescente de 13 ans. « Quand je serai grande, je veux être comme toi. »« Comme moi ?» Sophie rit, surprise. « Je croyais que tu voulais être médecin. »« Ce n'est pas la profession, » expliqua Julie avec une sagesse au-delà de son âge. «
c'est le courage de recommencer, de suivre tes rêves même quand ça semble impossible. Les mots de sa fille restèrent avec Sophie tout au long de la journée, résonnant dans son esprit comme une précieuse validation. Au milieu des incertitudes et des difficultés de sa transformation personnelle, savoir qu'elle inspirait Julie à être courageuse dans ses propres choix était un cadeau inestimable. Richard, en revanche, regarda à peine le magazine. Depuis la nuit où Sophie avait vu le message de Lucie, une distance encore plus grande s'était installée entre eux. Ils coexistaient dans le même espace comme des étrangers cordiaux, n'échangeant que les informations essentielles sur la maison et les enfants. La conversation définitive dont ils avaient besoin était constamment reportée, par commodité, par peur, par inertie. Pour son 43e anniversaire, 2 semaines après la publication de l'article, Sophie reçut une invitation inattendue. Antoine l'invita à prendre un café après le travail et avec sa franchise caractéristique, lui fit une proposition qui changerait le cours de sa vie. « Je prévois un voyage professionnel à Kyoto le mois prochain. 2 semaines pour étudier l'architecture traditionnelle japonaise, spécifiquement le concept de wabi-sabi et comment nous pouvons l'incorporer dans des projets contemporains. J'aimerais que vous m'accompagniez en tant que consultante d'intérieur. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon, avec ses temples centenaires, ses jardins zen et sa tradition vivante de design. C'était une opportunité extraordinaire, professionnellement et personnellement, et aussi un élément de son ancienne liste de souhaits, vivre temporairement dans un autre pays. « Ce serait incroyable, » répondit-elle, sentant l'enthousiasme grandir. « Mais je dois vérifier comment organiser les choses à la maison. 2 semaines, c'est beaucoup de temps. » Naturellement, acquiesça Antoine. Réfléchissez tranquillement. Mais sachez que votre contribution serait précieuse. Votre regard sur la fusion culturelle est exactement ce dont nous avons besoin pour développer la prochaine phase du cabinet. Ce soir-là, Sophie arriva à la maison déterminée à avoir la conversation qu'elle reportait avec Richard. Pas seulement à propos du voyage, mais surtout le mariage, l'avenir, les chemins séparés qu'ils empruntaient silencieusement. Elle le trouva dans son bureau, travaillant sur son ordinateur portable comme d'habitude. Elle frappa légèrement à la porte entr'ouverte. « Pouvons-nous parler ?» Richard leva les yeux, visiblement tendus. « Maintenant, maintenant. » Ils s'assirent dans le petit salon, celui qu'ils utilisaient rarement, comme si le sujet était trop formel pour les espaces familiers de la maison. Sophie fut directe. « J'ai reçu une invitation pour un voyage professionnel à Kyoto. 2 semaines, le mois prochain. » Richard la regarda fixement, un mélange de surprise et d'irritation sur son visage. « Et tu vas y aller, évidemment. »« Oui, je veux y aller. C'est une opportunité importante pour ma carrière. »« Ta carrière » répéta-t-il, avec une touche d'amertume. Comme c'est pratique de la redécouvrir après 15 ans à être entretenue par moi. L'injustice du commentaire frappa Sophie comme une gifle, mais elle garda sa composition. « Je n'ai pas été entretenue, Richard. J'ai travaillé tous les jours de ces 15 années, sans salaire, sans reconnaissance, sans vacances, en prenant soin de notre maison, de nos enfants, de toi. Et maintenant, tu as décidé que ce n'est plus suffisant. Maintenant, j'ai décidé que j'ai besoin de plus que ça pour me sentir vivante. » Sophie respira profondément avant de continuer. « Mais ce n'est pas seulement à propos du travail, c'est à propos de nous, de ce que nous sommes devenus ou avons cessé d'être au fil des ans. » Un silence pesant s'installa entre eux. Richard détourna le regard, soudainement intéressé par le motif du tapis. « Tu es avec elle, n'est-ce pas ?» demanda finalement Sophie, sa voix calme, presque douce. « Avec Lucie. » Richard ferma les yeux un moment, comme s'il rassemblait son courage. « Oui. » La confirmation, bien qu'attendue, provoqua une étrange sensation de clôture, comme le dernier. Chapitre d'un livre qui s'étire depuis trop longtemps. Depuis combien de temps ? 8 mois. Il la regarda enfin. Ce n'était pas prévu, Sophie, c'est arrivé. Les choses sont rarement planifiées, acquiesça-t-elle, le surprenant par sa sérénité. Comme moi reprenant le travail, comme ce mariage qui se termine. Alors, c'est ça, nous terminons ? La question flotta dans l'air, chargée de décennies d'histoires partagées. Les bons moments, les enfants, les maisons, les voyages, mais aussi les silences, les éloignements, les petites et grandes trahisons. Quotidienne.
Je pense que nous avons terminé depuis longtemps, Richard. Nous ne faisons que le reconnaître maintenant. » Dans les jours qui suivirent, un étrange calme s'installa dans l'appartement. Ils décidèrent de ne pas informer immédiatement les enfants. D'abord, ils organiseraient les détails pratiques. Trouveraient un appartement pour Richard, établiraient une routine de visite. Il était important que Gabriel et Julie sachent que, malgré la fin du mariage, la famille continuerait d'exister sous de nouvelles formes. Pendant ce temps, Sophie confirma sa participation au voyage à Kyoto et se plongea dans les préparatifs, tant professionnels que personnels. Elle étudiait l'histoire et l'architecture japonaise pendant son temps libre, pratiquait des phrases de base sur l'application de langue, organisait les documents. La perspective du voyage apportait une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses années universitaires. Une semaine avant le départ, Céline insista pour l'emmener célébrer. « Ce n'est pas tous les jours que ma meilleure amie réalise un rêve vieux de 2 décennies, argumenta-t-elle en entraînant Sophie pour un dîner dans un restaurant japonais sophistiqué à Saint-Germain. Ce fut une soirée de rire, de confidences et de champagne, une célébration non seulement du voyage imminent, mais de tout le parcours de redécouverte que Sophie avait entrepris ces derniers mois. « Tu te souviens quand tu m'as dit que tu t'étais perdue ?» demanda Céline. « Alors, quels en étaient au dessert ? Regarde-toi maintenant, une professionnelle respectée sur le point de voyager à l'autre bout du monde, reconstruisant ta vie selon tes propres termes. »« J'ai encore peur, » admit Sophie. « Parfois je me réveille au milieu de la nuit en panique, pensant à tout ce qui change en même temps. »« La peur est le prix de la liberté, » philosopha Céline, levant son verre pour porter un toast. « À ton courage, Sophie Lefebvre, qu'il continue d'inspirer d'autres femmes à trouver leur propre chemin. » La veille du voyage, après avoir soigneusement préparé sa valise, des vêtements pratiques mais élégants, le journal rouge de ses années universitaires, l'appareil photo et bien sûr le rouge à lèvres rouge qui avait tout déclenché, Sophie s'assit sur le balcon de l'appartement. Paris s'étendait devant elle, scintillante sous le ciel nocturne, la ville qui avait toujours été son foyer et qui maintenant semblait différente, vue à travers de nouveaux yeux. Elle pensa à ses enfants qui avaient reçu la nouvelle de la séparation avec un mélange de tristesse et de compréhension surprenante. « Nous voulons que vous soyez tous les deux heureux, même si ce n'est pas ensemble », avait dit Gabriel mûr au-delà de ses années. Julie, quant à elle, s'était rapprochée encore plus de sa mère, partageant ses propres rêves et peurs avec une nouvelle ouverture. Elle pensa à Richard qui avait déjà commencé à chercher un appartement proche et qui, malgré la blessure initiale, semblait soulagé qu'il n'ait plus à faire semblant. « Je n'ai jamais voulu te blesser », avait-il dit lors d'une de leurs récentes conversations. « Peut-être que c'était mieux ainsi, tu as retrouvé ton chemin vers toi-même. » Elle pensa à son travail, à la satisfaction profonde qu'elle ressentait en voyant un projet prendre vie, en sachant qu'elle créait quelque chose avec signification et beauté. Et elle pensa à elle-même, à la femme qu'elle avait été, à celle qu'elle était devenue, à celle qu'elle se permettait d'être à nouveau. Ce n'était pas un parcours linéaire, ni facile, ni achevé. Il y avait des jours de doute, des moments de culpabilité, des instants de pure terreur face à l'inconnu. Mais il y avait aussi une sensation croissante d'authenticité, comme si elle vivait enfin en accord avec sa vérité intérieure. À l'aéroport, le lendemain matin, Sophie retrouva Antoine dans la zone d'embarquement international. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux et un commentaire sur son apparence radieuse. « C'est le rouge à lèvres », plaisanta-t-elle, indiquant le rouge vibrant sur ses lèvres. « Mon talisman porte bonheur. » Pendant qu'ils attendaient l'appel pour l'embarquement, Antoine demanda négligemment si elle avait réfléchi à ce qu'elle ferait après avoir terminé le projet de l'Institut culturel. « J'ai quelques idées », répondit Sophie, sentant une nouvelle confiance dans sa voix. « En fait, j'envisage d'ouvrir mon propre studio. Petit, axé sur des projets qui racontent des histoires, qui créent des connexions entre personnes et espaces. Ce serait une perte. Pour notre cabinet, commenta-t-il. Mais nous gagnerions une partenaire d'affaires exceptionnelle. Comptez sur moi pour tout ce dont vous aurez besoin dans cette entreprise. » L'annonce de l'embarquement interrompit la conversation. En marchant vers la porte, Sophie ressentit une légèreté presque physique, comme si elle laissait derrière elle non seulement un pays, mais toute une façon d'exister. Devant elle, au-delà de l'océan, attendait un monde de possibilités qu'elle commençait à peine à explorer.
Ajustant son sac sur son épaule, elle se dirigea vers l'avion, prête pour le prochain chapitre de son parcours. Dans son sac, avec son passeport et les documents du voyage, elle portait un petit carnet neuf, avec une couverture bleu marine. Sur la première page, elle avait écrit un titre simple mais puissant. « Avant mes 50 ans », suivi d'une liste de rêves que, cette fois, elle était déterminée à réaliser. L'automne à Kyoto peignait les arbres en tons de rouge et d'or, créant un paysage à couper le souffle que Sophie capturait inlassablement avec son appareil photo. Les 2 semaines prévues se transformèrent en 3, puis en un mois entier, avec la bénédiction de ses enfants qui l'encourageaient par des appels vidéo presque quotidiens et l'approbation enthousiaste de l'Institut culturel qui voyait dans l'extension du voyage un bénéfice pour le projet. Chaque matin apportait une nouvelle découverte, un temple caché entre les montagnes, un jardin zen méticuleusement entretenu par des moines, un atelier d'artisans perpétuant des techniques centenaires. Aux côtés d'Antoine, Sophie absorbait non seulement des connaissances techniques sur l'architecture japonaise, mais aussi une philosophie de vie qu'elle commençait à incorporer dans son propre être. Wabi-sabi, lui expliqua un maître céramiste lors d'une visite à son atelier en périphérie de la ville, c'est trouver la beauté dans l'imperfection, valoriser l'incomplet, accepter l'impermanence de toute chose. Ces paroles résonnèrent profondément en Sophie. N'était-ce pas exactement ce qu'elle apprenait dans sa propre vie? Accepter ses imperfections, valoriser son parcours inachevé, trouver de la beauté dans les marques que le temps et les expériences avaient laissées sur elle? Dans ces moments de solitude, qu'elle recherchait et appréciait désormais, au lieu de les craindre, elle écrivait abondamment dans son journal bleu marine. Pas seulement des observations professionnelles sur les espaces qu'elle visitait, mais des réflexions personnelles, des souvenirs réinterprétés, des projets pour l'avenir. C'était comme si, à des milliers de kilomètres de chez elle, elle pouvait voir avec clarté le chemin qu'elle avait parcouru et celui qui restait à venir. Un après-midi, assise dans un café traditionnel avec vue sur un ancien temple, Sophie reçut un email qui lui coupa momentanément le souffle. Il venait de Marianne Dubois, rédactrice en chef du magazine qui avait publié l'article sur l'Institut culturel. « Votre histoire a inspiré plusieurs lectrices », disait le message. « Nous aimerions vous inviter à écrire une chronique mensuelle sur le design d'intérieur, avec un accent particulier sur les transformations, d'espace et de vie. » Sophie relut l'email plusieurs fois, peinant à croire ce qu'elle voyait. Elle, écrivant pour un magazine national, partageant non seulement des connaissances techniques, mais son propre parcours de renaissance, l'idée était aussi inattendue qu'enthousiasmante. « Vous devriez accepter », dit Antoine quand elle lui parla de l'invitation, alors qu'il dînait dans un petit restaurant spécialisé dans le tofu. « Vous avez une façon unique de connecter espace et émotion. Cela transparaît quand vous parlez de votre travail. » « Je ne sais pas si j'ai tant à dire », hésita Sophie, assimilant encore la proposition. « Vous avez plus que vous ne l'imaginez, » répondit-il, avec ce regard perspicace qui semblait voir au-delà de la surface. « Votre histoire personnelle, entrelacée avec votre regard professionnel, c'est une combinaison puissante. Cela pourrait aider beaucoup de femmes qui sont là où vous étiez il y a un an. » Cette observation toucha quelque chose de profond en Sophie. Durant tout son parcours de redécouverte, elle s'était principalement concentrée sur elle-même, ses besoins, ses désirs refoulés, son potentiel endormi. Mais, et si cette expérience pouvait servir un objectif plus grand? Et si, en partageant son histoire, elle pouvait éclairer le chemin pour d'autres femmes qui, comme elle, s'étaient perdues dans les attentes des autres? Le lendemain matin, elle répondit à l'email en acceptant l'invitation, proposant une série intitulée « Redessiner les espaces, redécouvrir les vies ». La réponse enthousiaste de la rédactrice arriva en quelques heures, confirmant que la première chronique devrait être livrée dès son retour en France. Les derniers jours à Kyoto prirent un nouveau sens avec cette perspective. Tout en visitant les derniers temples de sa liste, Sophie imaginait déjà comment elle traduirait ses expériences en mots, comment elle connecterait les principes du design japonais avec des leçons pour la vie quotidienne de ses futures lectrices. La veille du retour en France, alors qu'elle rangeait soigneusement les souvenirs qu'elle emporterait, un service à thé en céramique wabi-sabi, des livres d'architecture, de petits échantillons de tissus traditionnels,
Sophie reçut un appel de Julie. « Maman, Ça une surprise pour toi quand tu arriveras », annonça sa fille, sa voix débordant d'excitation même à travers la connexion internationale. « Gabriel et moi préparons quelque chose de spécial. »« Quel est ce mystère ?» rit Sophie, enchantée par l'enthousiasme de sa fille. « Je vais te donner juste un indice. Ça a un rapport avec ton retour au travail. C'est un cadeau de bienvenue, mais aussi de recommencement. » Cette conversation laissa Sophie intriguée et émue. Les enfants, qu'elle craignait initialement de voir ressentir du ressentiment face à sa nouvelle vie professionnelle et à la séparation récente, étaient devenus ses plus grands soutiens. Gabriel, avec sa nature pratique, l'aidait pour les questions logistiques et technologiques. Julie, créative et sensible, était devenue une sorte de confidente et même conseillère esthétique à certains moments. Le vol de retour fut long, mais tranquille. Assise à côté d'Antoine qui faisait occasionnellement des observations sur les projets qu'il développerait à partir de ce voyage, Sophie alternait entre la révision de ses notes professionnelles et l'écriture dans son journal personnel. À un moment donné, elle réalisa que les frontières entre ces deux sphères de sa vie, si rigidement séparées dans le passé, se mélangeaient maintenant naturellement. Son regard professionnel était informé par ses expériences personnelles, et sa vie personnelle était enrichie par sa sensibilité esthétique. « Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné au Japon ?» commenta-t-elle à Antoine, alors qu'il survolait l'océan Pacifique. « La façon dont ils valorisent le processus autant que le résultat. La cérémonie du thé n'est pas à propos de la boisson en soi, mais de chaque geste, chaque moment de préparation. Exactement comme la vie devrait être, acquiesça-t-il. Pas seulement à propos des jalons et des réussites, mais sur le fait d'être pleinement présent à chaque étape du chemin. » Cette observation resta avec Sophie pour le reste du vol. Combien de moments avait-elle perdu dans le passé, toujours, aspirant au prochain jalon, à la prochaine tâche à accomplir? Combien de dîners en famille avait-elle préparé mécaniquement, pensant seulement à terminer rapidement pour passer à la prochaine obligation? Combien de promenades avec les enfants avait-elle faites en pilote automatique sans être vraiment présente? Désormais, elle était déterminée à vivre différemment, à savourer chaque instant, les défis du nouveau travail, les petites victoires quotidiennes, les conversations avec les enfants, les moments de solitude. Tout faisait partie d'un voyage continu, pas seulement des marches pour atteindre une destination prédéterminée. L'aéroport Charles de Gaulle était relativement calme ce dimanche matin quand ils débarquèrent. Après s'être dit au revoir, Antoine allait à Lyon pour visiter sa famille avant de retourner au cabinet. Sophie se dirigea vers la zone d'arrivée, impatiente de retrouver ses enfants. Ce qu'elle vit en passant la porte d'arrivée lui coupa momentanément le souffle. Gabriel et Julie étaient là comme prévu, mais pas seuls. À côté d'eux, tenant une pancarte colorée avec les mots « Bienvenue dans ton nouveau foyer », se tenait Céline. Et plus surprenant encore, un petit groupe de femmes que Sophie reconnut comme des lectrices qui l'avaient contactée après la publication de l'article sur l'Institut culturel. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, émue, tandis qu'elle était enveloppée dans des embrassades chaleureuses. « Ton comité d'accueil », expliqua Céline avec un sourire radieux. « Et aussi ton premier groupe de lectrices officielles. Elles sont impatientes de lire ta chronique dans le magazine. »« Vous m'avez inspiré à reprendre mes études à 50 ans, » dit l'une des femmes, serrant sa main avec enthousiasme. « Votre histoire m'a montré qu'il n'est jamais trop tard. J'ai commencé à redécorer mon propre appartement après avoir lu votre travail, » raconta une autre. « J'étais dans un moment difficile de mon divorce et transformer mon espace a été thérapeutique, Sophie. » Écoutez ces récits avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Comment était-il possible que son parcours personnel, qui avait commencé de façon si solitaire avec ce rouge à lèvres rouge, résonne maintenant avec tant d'autres femmes? La surprise, cependant, ne s'arrêtait pas là. En arrivant à la voiture, Gabriel prit le volant. Il avait obtenu son permis de conduire pendant l'absence de sa mère et annonça qu'il n'irait pas directement à l'appartement de Neuilly. « Où allons-nous » demanda Sophie, curieuse. « Vers ton nouveau foyer, » répondit Julie, ses yeux brillants d'excitation. « Ou plutôt ton nouveau foyer et lieu de travail. » Une demi-heure plus tard, ils se garèrent devant une charmante maison de ville dans le Marais. Un quartier central, vibrant, complètement différent de l'atmosphère plus résidentielle de Neuilly-sur-Seine. La construction, avec sa façade préservée de style art déco,
semblait sorti d'un rêve que Sophie ne savait même pas avoir. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, tandis que Gabriel prenait sa valise dans le coffre. « C'est un cadeau de... nous trois », expliqua Céline, lui remettant une enveloppe contenant des clés. « J'ai trouvé la propriété. Elle était en vente depuis des mois, attendant quelqu'un avec une vision pour la restaurer. Gabriel et Julie ont approuvé l'idée. Et Richard, eh bien, il a contribué financièrement dans le cadre de l'accord. De séparation. Nous avons vendu l'appartement de Neuilly, ajouta Gabriel. Papa a acheté un plus petit dans le même complexe pour que nous restions avec lui les week-ends alternés. Et nous avons investi ta part dans cet endroit qui peut être ta maison et ton studio de design. Étourdie, Sophie suivit le petit groupe jusqu'à l'entrée de la maison. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par un espace lumineux qui, bien que nécessitant une rénovation, débordait de potentiel. Le rez-de-chaussée avait des plafonds hauts, de grandes fenêtres et des détails architecturaux préservés qui racontaient l'histoire du bâtiment. L'étage, relié par un élégant escalier en bois, offrait des chambres confortables pour elle et pour les enfants les nuits où ils resteraient ensemble. « La meilleure partie est ici », dit Julie, la conduisant vers l'arrière de la maison, où une extension plus récente abritait un espace clairement conçu comme atelier ou studio. Ton nouvel espace de travail, avec une lumière naturelle parfaite et vue sur le petit jardin. Sophie tourna lentement, absorbant chaque détail de l'environnement, son esprit déjà bouillonnant d'idées pour la rénovation. C'était comme si l'endroit l'attendait, un espace qui, comme elle-même, portait histoire et caractère, mais était prêt pour un nouveau chapitre. « Je ne sais même pas quoi dire », murmura-t-elle, sentant des larmes de gratitude se former dans ses yeux. « C'est plus que je n'aurais pu rêver. »« Tu le mérites, maman, » dit Gabriel avec une gravité touchante. « Te voir redécouvrir ta passion nous a appris quelque chose d'important, que nous devons toujours honorer qui nous sommes vraiment. » « Même si c'est effrayant parfois, » compléta Julie, « même si cela signifie tout changer. » Dans les semaines qui suivirent, Sophie partagea son temps entre finaliser le projet de l'Institut culturel, planifier la rénovation de sa nouvelle maison studio et écrire sa première chronique pour le magazine. L'adaptation à la nouvelle, routine, habiter plus près du centre, travailler à la maison, partager la garde des enfants avec Richard, apportait des défis quotidiens, mais aussi une sensation croissante d'authenticité qui compensait toute difficulté. La première, chronique, publiée 2 mois après son retour, devint un succès immédiat. Intitulée « L'Espace-Centre », elle mélangeait des observations sur l'architecture japonaise avec des réflexions sur les transitions de vie et le courage nécessaire pour habiter l'inconnu. Les lettres et emails de lectrices commencèrent à arriver. Des femmes de tous âges et contextes qui s'identifiaient à son parcours et trouvaient de l'inspiration pour leur propre transformation. Un après-midi, tout en supervisant l'installation d'étagères dans son nouveau studio, maintenant presque complètement rénové, avec un mélange équilibré d'éléments contemporains et historiques, Sophie reçut une visite inattendue. Céline arriva accompagnée d'une femme élégante qui se présenta comme Caroline Martin, directrice d'une chaîne de streaming dédiée au contenu féminin. « Votre chronique a un impact significatif », expliqua Caroline après les salutations. « Initial. Nous voulons proposer quelque chose de plus ambitieux, une série documentaire sur des femmes qui ont réinventé leur vie après 40 ans. Et nous aimerions que vous soyez non seulement la première histoire, mais aussi consultante, créative pour les espaces que nous présenterons. » La proposition était audacieuse, effrayante et terriblement excitante. Cela signifierait exposer son histoire personnelle de façon encore plus publique, utiliser sa propre vulnérabilité comme pont pour d'autres femmes. Mais n'était-ce pas exactement ce qu'elle faisait déjà à plus petite échelle? « J'ai besoin de réfléchir, » répondit Sophie honnêtement. « Consulter mes enfants, organiser mes autres engagements. » « Naturellement, » acquiesça Caroline. « Mais puis-je vous laisser une pensée? Parfois, notre plus grande contribution au monde n'est pas notre talent ou connaissance technique, mais notre histoire authentique, avec toutes ses imperfections et recommencements. » Ce soir-là, après un dîner tranquille avec Gabriel et Julie, qui se montrèrent enthousiastes à l'idée du documentaire, Sophie s'assit sur la petite terrasse de sa nouvelle maison. Le ciel parisien offrait un spectacle d'étoiles rarement visible dans la ville illuminée, comme s'il célébrait silencieusement son parcours. Elle sortit de son sac son journal bleu marine
et le rouge à lèvres rouge qui avait tout déclenché. Elle appliqua la couleur sur ses lèvres dans un geste devenu presque rituel et ouvrit le journal à la dernière page où sa liste « Avant mes 50 ans » continuait de s'allonger. Elle ajouta un nouvel élément. Partager mon histoire de façon à inspirer d'autres femmes à trouver leur propre voie. En écrivant, elle réfléchit au chemin parcouru depuis cette soirée d'anniversaire de mariage quand elle s'était vue invisible dans le miroir de la salle de bain. Que de transformations, de découvertes, de moments de peur et de courage. La femme qui s'était perdue pendant si longtemps s'était non seulement retrouvée, mais avait découvert que son parcours personnel avait le pouvoir d'éclairer le chemin pour d'autres. Le lendemain matin, en entrant dans son studio fraîchement inauguré pour travailler sur un nouveau projet, la rénovation d'une ancienne librairie au centre de Paris qui serait transformée en espace culturel, Sophie s'arrêta un moment pour admirer ce qu'elle avait créé. Les murs présentaient un mural de photographies de ses travaux, des coupures de sa chronique dans le magazine, des esquisses de projets futurs. Dans un cadre spécial, se détachait la liste qu'elle avait écrite à 22 ans, maintenant encadrée comme rappel constant de ses rêves originels. À côté du bureau, un petit hôtel personnel rassemblait des objets significatifs de son parcours. Le rouge à lèvres rouge, dans son emballage doré déjà usé, le carnet rouge de ses années universitaires, une pierre du jardin zen de Kyoto, une photographie récente avec Gabriel et Julie dans leur nouveau foyer. S'asseyant pour commencer sa journée de travail, Sophie ouvrit son ordinateur portable et tapa un titre dans le document vierge, épisode 1, l'espace entre. Comment se perdre peut être le début de se retrouver véritablement. Les mots commencèrent à couler naturellement, racontant une histoire qui était à la fois unique et universelle, l'histoire d'une femme qui, après des années à vivre comme personnage secondaire dans sa propre vie, avait trouvé le courage de revendiquer le rôle principal. Pas un rôle parfait ou sans conflit, mais authentique, avec toutes les complexités, peurs et joies qui composent une vie véritablement vécue. Et tandis qu'elle écrivait, Sophie savait avec une certitude croissante que ce n'était pas seulement son histoire. C'était un témoignage pour toutes les femmes qui s'étaient un jour senties invisibles, qui avaient oublié leurs propres rêves, qui avaient perdu leur voix. Un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour redessiner les espaces, physiques et émotionnels, que nous habitons. Jamais trop tard pour redécouvrir la personne qui a toujours été là, attendant patiemment d'être vue. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie a touché vos cœurs et peut-être éveillé des réflexions sur vos propres parcours de découverte de soi. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur les recommencements et les transformations personnelles. Vous la trouverez ici, en cliquant à gauche de la vidéo. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Quotidiennement, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et le pouvoir de réinvention qui existe en chacun de nous.